Le président français Emmanuel Macron vient de lâcher le marteau sur la Russie. Au cours d'une interview télévisée explosive, il a révélé que la France se prépare à viser le pétrole et les banques de la Russie avec une nouvelle série de sanctions. Ces nouvelles sanctions concordent avec celles déjà menacées par le président américain Donald Trump. Mais les sanctions déjà sévères empirent en réalité pour le président russe Vladimir Poutine. Parce que la France ne s'arrête pas là. Macron a révélé autre chose qui n'a pas seulement d'énormes conséquences pour la guerre en Ukraine, mais qui pourrait changer entièrement le paysage géopolitique. Nous allons tout expliquer, alors restez avec nous. Le 12 mai, Macron a répondu à des questions sur des sujets à la fois nationaux et internationaux, discutant des nombreux défis auxquels la France est maintenant confrontée. Et il n'est pas surprenant que la défense ait été un sujet constant. Comme beaucoup en Europe, la France a été un grand soutien pour l'Ukraine pendant sa lutte contre Poutine. Et les gens de Macron veulent savoir ce qu'il va faire. Pour apaiser la menace de l'expansionnisme russe, Macron a apporté 2 solutions au problème russe. Le premier était le sujet des sanctions. Et ici, Macron a lâché la bombe que la France, avec la Commission européenne, ou Commission européenne préparait un nouveau paquet de sanctions dans les prochains jours. Cela touchera les services financiers de la Russie et le pétrole sur les vendeurs secondaires. La Commission européenne travaillera aux côtés des États-Unis pour mettre en œuvre ces sanctions. Avec Poutine ne pouvant échapper à ces sanctions qu'à une seule condition qu'il accepte un cessez-le-feu inconditionnel avec l'Ukraine, cela ne semble pas susceptible de se produire. Le président de la Russie a passé les derniers mois à essayer de naviguer entre l'affirmation que la Russie est prête pour un cessez-le-feu et la déclaration qu'elle ne peut pas accepter un tel cessez-le-feu. À moins que la cause profonde du problème ukrainien ne soit résolue, étant donné que la dite cause profonde est l'existence même de l'Ukraine en tant que nation souveraine. Il semble peu probable qu'un cessez-le-feu prolongé soit convenu de sitôt. Au lieu de cela, Poutine semble utiliser les négociations de cessez-le-feu en cours pour mener l'Ukraine et les États-Unis en bateau. Les cessez-le-feu n'ont lieu que quand ils arrangent Poutine. C'était le cas plus tôt en mai, lorsqu'il a annoncé une pause de 3 jours dans les hostilités pour que la Russie puisse profiter du 80e anniversaire de ses célébrations de la journée de la victoire. Une pause que la Russie a rapidement rompue. Ce n'est pas suffisant pour Macron. Un cessez-le-feu complet et prolongé est nécessaire si Poutine veut éviter les sanctions que les États-Unis et la Commission européenne menacent d'imposer. Notre volonté est de prendre des sanctions, a déclaré Macron, suggérant que la France et peut-être la Commission européenne ont déjà un paquet prêt à être déployé. Mais ce qui est venu ensuite est ce qui terrifierait vraiment Poutine, car Macron semblait sous-entendre que la France envisageait au moins d'étendre sa protection nucléaire au reste de l'Europe. C'est peut-être la pire nouvelle que Poutine pourrait demander. Car avec le Royaume-Uni, la France est l'une des seules puissances européennes à posséder des armes nucléaires en dehors de la Russie. Bien que la France ne va pas encore étendre son parapluie nucléaire. Macron a déclaré qu'il était prêt à ouvrir des discussions sur la possibilité, tant que le reste de l'Europe est prêt à répondre aux conditions de la France. Ces conditions incluent la garantie que la France ne serait pas placée dans une position où elle paie pour la sécurité des autres. Cela correspond aux plaintes de Trump concernant les garanties de sécurité offertes par les États-Unis à l'Europe, en particulier aux alliés de l'OTAN, avec peu en retour. Il semble que Macron ne veut pas que la France se retrouve dans cette position. Macron a également déclaré que toute décision d'utiliser l'arsenal nucléaire français devrait rester la prérogative de la France. En d'autres termes, la France pourrait déployer certaines armes nucléaires dans les pays de ses alliés. Cependant, ses alliés n'ont pas le droit de choisir quand ces armes sont utilisées. Cette responsabilité devrait revenir uniquement à la France. Je définirai le cadre de manière très officielle dans les semaines et les mois à venir, a déclaré Macron lors de son interview. Encore une fois, tout comme avec les sanctions, cette déclaration suggère que ce ne sont pas des idées vagues qui flottent dans l'esprit du président français. La France elle travaille à étendre sa protection nucléaire. Macron doit simplement s'assurer que le cadre dans lequel cela se produit convient à son pays. Avec ces déclarations, Macron a révélé que la France est à la veille d'un coup de maître qui pourrait humilier Poutine. Si Macron met en œuvre toutes ces suggestions, la Russie pourrait bientôt être touchée par de nouvelles sanctions affectant son économie. Ainsi que l'idée que sa menace nucléaire contre l'Europe a perdu de sa force. Mais que signifient vraiment les déclarations de Macron ? Creusons d'abord les sanctions. Macron affirme que la France, la Commission européenne et les États-Unis coopèrent pour créer une série de sanctions secondaires pour frapper la Russie là où ça fait mal. C'est Trump qui a d'abord suggéré d'utiliser ces types de sanctions.
De plus en plus frustré par le refus de Poutine d'accepter un cessez-le-feu prolongé en avril, Trump a critiqué Poutine pour avoir attaqué l'Ukraine pendant un supposé cessez-le-feu de Pâques. Dans un post sur Truth Social, Trump a affirmé qu'il n'y avait aucune raison pour que Poutine tire des missiles dans des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Le président américain faisait référence à un incident qui a eu lieu dans la ville ukrainienne de Soumy le 13 avril. La ville, qui se trouve dans le nord-est de l'Ukraine et partage son nom avec l'oblast que Poutine cible maintenant. Après que la Russie a repoussé la majorité des forces ukrainiennes hors d'eux, Koursk a été frappé par un dévastateur coup double de missiles balistiques et Iskander. Les deux visaient le centre de congrès de Sumy et l'université d'État de Sumy, ce qui signifie que Poutine n'avait aucune intention de frapper des cibles militaires. Au moins 34 personnes ont été tuées dans l'explosion, et 117 ont été blessées lors d'une attaque qui a eu lieu pendant les célébrations du Dimanche des Rameaux, en Ukraine. Poutine avait affirmé que la Russie cesserait le feu pendant Pâques, mais bien sûr il a menti, et ce faisant, il a suscité la colère du président des États-Unis. Cela me fait penser que peut-être Poutine ne veut pas arrêter la guerre, a écrit Trump sur Truth Social. Il me mène en bateau et doit être traité autrement. Cette manière différente de traiter avec Poutine semble être les sanctions secondaires que Macron menace maintenant d'imposer si le dirigeant russe n'accepte pas un cessez-le-feu total. Alors, que sont exactement les sanctions secondaires ? L'idée derrière les sanctions secondaires est qu'elles punissent indirectement un pays en frappant les autres nations qui font des affaires avec ce pays. Le pétrole est une exportation majeure de la Russie. La France, ainsi que de nombreux autres alliés occidentaux de l'Ukraine, a déjà frappé la Russie avec des sanctions directes sur son pétrole. Cela comprend la mise en place d'un plafond de prix et le refus actif d'acheter la marchandise. Cependant, la Russie vend toujours principalement du pétrole à la Chine. Avec une sanction secondaire, la France peut contraindre la Chine à payer un tarif ou une taxe similaire sur chaque baril de pétrole qu'elle achète de la Russie, augmentant le prix de la marchandise et poussant la Chine à acheter son pétrole d'un autre pays. Si la Chine décide en conséquence d'abandonner le pétrole russe, Poutine est durement touché car il perdrait une énorme source de revenus sur laquelle il compte pour financer son invasion de l'Ukraine. Pensez à ces sanctions secondaires comme à une sorte d'amélioration. Les sanctions primaires sous lesquelles la Russie travaille actuellement nuisent déjà à son économie. Avec de nouvelles sanctions secondaires, la France peut exercer une pression plus profonde sur Poutine, tout en dissuadant les alliés russes potentiels de soutenir le régime du président russe. Ces sanctions, dit Macron, cibleront les secteurs pétroliers et des services financiers de la Russie. Mais à quel point seraient-elles efficaces ? Forbes et la Carnegie Endowment ont tenté de répondre à cette question, chacun notant qu'il y a des problèmes potentiels à surmonter. Avant que de telles sanctions puissent être vraiment efficaces, Forbes affirme que les conditions pour déclencher de telles sanctions restent floues. Oui, Macron et Trump ont tous deux déclaré qu'ils utiliseront la technique si Poutine n'accepte pas un cessez-le-feu. Mais quels sont les délais ? Combien de temps Poutine a-t-il pour dire oui ? Les sanctions secondaires seraient-elles levées si la Russie acceptait un cessez-le-feu prolongé ? L'impact potentiel des sanctions secondaires sur le pétrole pourrait nuire à Poutine, mais personne n'en est certain pour le moment. En 2024, la Russie a vendu 9,28 millions de barils par jour, ou barils par jour de pétrole, ce qui était de plusieurs centaines de milliers de barils, au-dessus du quota de 8,98 millions de barils par jour, fixé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus. C'était une excellente nouvelle pour la Russie. 3,8 milliards de dollars de ses ventes, principalement pour soutenir son effort de guerre. L'idée derrière les sanctions secondaires sur le pétrole est de retirer une énorme part de ces 3,8 milliards de dollars, en utilisant le pouvoir du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale pour exercer une pression sur les clients pétroliers de la Russie. Si cette pression fonctionne, ces clients disparaissent, et la Russie se retrouve avec des millions, voire des milliards de barils de pétrole brut qu'elle ne peut pas vendre. Le problème potentiel, comme le note la Carnegie Endowment, est que les sanctions secondaires ont le potentiel de créer une situation perdant-perdant. De telles sanctions seraient mises en œuvre en imposant essentiellement un tarif sur tout pays qui achète le pétrole de la Russie. Prenons la Chine comme exemple. Encore une fois, la France forcerait la Chine à payer des droits punitifs sur toutes ses exportations vers le pays en réponse à l'achat par la Chine du pétrole russe. C'est là que réside le problème potentiel avec les sanctions secondaires. La Chine a déjà montré qu'elle est prête à répondre aux tarifs américains, par des solutions similaires de son propre chef. Les sanctions secondaires risquent de déclencher une guerre commerciale où le vainqueur sera celui qui cédera en premier.
Les sanctions secondaires créeront néanmoins une pression minimale. Un pays comme la Chine pourrait absorber cette pression. Mais qu'en est-il des autres clients pétroliers de la Russie? Seraient-ils prêts à encaisser le choc économique causé par ces sanctions? Ou changeraient-ils de fournisseur de pétrole pour un pays qui n'est pas visé par la France et ses compatriotes? Seul le temps nous le dira. Du côté des services financiers, les sanctions secondaires de la France viseraient probablement tout pays qui fait affaire avec les banques russes. Comme le pétrole russe, ce secteur se porte étonnamment bien, même sous le poids des sanctions directes déjà imposées contre lui. En 2024, la Banque centrale russe a annoncé que les institutions financières du pays ont réussi à engranger un stupéfiant 40 points. 7 milliards de bénéfices, profitant de l'essor du taux d'intérêt de 21% de la Russie et d'une croissance impressionnante des prêts. C'est ce que la France espérerait cibler avec ses sanctions secondaires sur les services financiers de la Russie. Le concept est le même que ce que nous voyons avec le pétrole. Tout pays ou individu qui fait affaire avec les banques russes doit payer une amende sur toutes les exportations qu'ils livrent en France. Macron, avec la Commission européenne et les États-Unis, espère que ces sanctions seront suffisantes pour empêcher d'autres entités de faire affaire avec les banques russes. Moins d'affaires pour ces banques entraîne une baisse des profits, ce qui se traduit par moins de stabilité économique à l'intérieur de la Russie. Il s'agit de grignoter l'économie russe petit à petit. La France espère que les sanctions secondaires feront mal à Poutine à un moment où il est censé dépenser jusqu'à 1 milliard par jour pour son invasion de l'Ukraine. Macron doit encore fournir un cadre pour ces sanctions, avec des détails sur la manière exacte dont la France punira ceux qui font affaire avec la Russie. Son défi principal est d'équilibrer cette punition avec les besoins de la France. Cependant, s'il trouve le bon équilibre, Poutine pourrait être confronté à une grande souffrance économique s'il n'accepte pas un cessez-le-feu prochainement. Il y a ensuite la question encore plus grande du parapluie nucléaire que Macron a soulevé lors de son interview. Comme mentionné, la France fait partie des 2 seules nations européennes, avec la Russie, à posséder l'arme nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armes, le stock de 219 armes nucléaires de la France la place en 4e position en termes de chiffres purs, les États-Unis, la Russie et la Chine étant tous devant elle. La France n'a également pas encore signé ni ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ou traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Selon le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, une nation promet de ne pas développer, tester, produire, acheter, posséder ou stocker des armes nucléaires. Il est évident qu'un pays détenteur d'armes nucléaires ne peut pas, par définition, adhérer au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Cependant, le refus de la France de signer indique qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner ses stocks, et pourrait même tendre à les renforcer encore plus à l'avenir. La France se distingue par sa doctrine nucléaire, alors que la plupart des nations adoptent une politique de non-recours en premier à l'arme atomique. La doctrine française des années 1970 comprend une clause d'avertissement final. Selon cette clause, la France peut déployer ses armes nucléaires avant un adversaire potentiel si elle croit que cet adversaire est sur le point de la frapper avec des armes nucléaires. Cela inquiétera déjà Poutine si la France choisit d'étendre son parapluie nucléaire. Ces menaces constantes de guerre nucléaire deviennent beaucoup plus problématiques lorsqu'elles sont faites contre une nation qui se réserve le droit de le frapper en premier. La France peut déployer ses armes nucléaires par voie aérienne et maritime, d'après le Centre de contrôle des armements. Sur le front aérien, le pays maintient une flotte de 40 avions basés au sol, et disent qu'ils peuvent décoller de porte-avions capables de livrer des missiles de croisière pouvant transporter des ogives nucléaires. La France est aussi efficace. Chaque avion dispose d'une ogive thermonucléaire, par voie maritime. La France peut lancer des ogives nucléaires depuis 4 de ses sous-marins, à missiles balistiques à propulsion nucléaire, maintenus en rotation constante pour assurer la dissuasion nucléaire navale du pays. Seul l'un de ces sous-marins est en mer à tout moment, chaque déploiement durant 70 jours. Même ainsi, chaque sous-marin transporte des missiles capables de parcourir plus de 5592 miles, chacun étant également déployé avec 5 ou 6 ogives nucléaires à emballer dans ces missiles. En ce qui concerne les missiles basés au sol, la France les avait dans des silos stationnés au plateau d'Albion. Cependant, elle a déclassifié ces missiles. En 1996, après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, peut-être que l'idée de parapluie nucléaire de Macron pourrait voir la réactivation de ces silos, ou l'établissement de nouveaux silos dans d'autres pays. Alors, à quoi ressemblerait exactement si la France suit ses plans ? Nous pourrions déjà avoir reçu des indices fin avril, lorsque la France a déployé plusieurs de ses avions de chasse d'assaut Rafale, lors d'exercices conjoints, menés aux côtés de ses compatriotes de l'OTAN européen.
Ces jets ont pris part à un exercice en Suède et seraient cruciaux pour réaliser l'idée de Macron sur le parapluie nucléaire. Peut-être que l'idée serait de stationner plusieurs de ces jets dans des lieux clés, comme la Suède, l'Allemagne et d'autres pays proches de la Russie, afin qu'ils puissent décoller et lancer des armes nucléaires à tout moment. Cependant, vous avez peut-être déjà remarqué un problème potentiel avec l'idée du parapluie. La France n'a que 290 armes nucléaires. De plus, si elle adopte l'approche aérienne pour étendre son parapluie nucléaire, cela ne lui donne que 40 avions basés au sol et 10 chasseurs basés sur des porte-avions pour couvrir toute l'Europe. Elle pourrait renforcer ces chiffres en déployant davantage de ses sous-marins, peut-être dans ou autour de la mer Baltique. Mais même alors, le parapluie semblerait un peu mince. La France pourrait envisager de travailler avec le Royaume-Uni, qui dispose d'environ 250 armes nucléaires selon la British Broadcasting Corporation, afin de renforcer son parapluie nucléaire. Peu importe l'approche finalement adoptée, Macron déclare qu'il est toujours en train d'en définir le cadre. La France trouvera ses alliés européens plus ouverts à l'idée qu'auparavant. C'est ce qu'affirme Pierre Haroche de l'Université catholique de Lille. Dans le passé, lorsque la France a fait des avances, les autres pays ont été réticents à répondre. Haroche a dit à la British Broadcasting Corporation qu'il ne voulait pas envoyer le signal qu'il n'avait pas une confiance totale en les États-Unis et l'OTAN. Aujourd'hui, la situation a changé. L'Europe est moins certaine de la protection nucléaire des États-Unis qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire de l'OTAN. Il est donc probable que beaucoup des pays que la France a approchés par le passé seront beaucoup plus disposés à accepter les armes nucléaires françaises maintenant. Mais Trump a clarifié le débat. Haroche ajoute : ce n'est pas que les Américains parlent de retirer leur dissuasion nucléaire. La crédibilité de la dissuasion nucléaire américaine n'est plus ce qu'elle était, mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour pour le moment. Le facteur Trump a certainement joué un rôle dans l'annonce de Macron. Le président français n'affirme pas qu'il n'a plus confiance en les États-Unis. On pourrait même voir ces mentions de coopération avec les États-Unis sur les sanctions secondaires comme une preuve que la France souhaite continuer à travailler avec son allié de longue date. Cependant, les mentions de Macron d'un parapluie nucléaire européen suggèrent qu'il voit maintenant la France comme un potentiel médiateur de pouvoir en Europe. Alors que l'approche des États-Unis envers le continent devient moins claire, l'Europe doit être plus forte. La France est prête à mener la croissance nécessaire. L'extension du parapluie nucléaire français serait-elle suffisante ? C'est une toute autre question. Malgré l'impressionnant arsenal nucléaire français, celui de la Russie est bien supérieur. Poutine a accès à un terrifiant 5580 armes nucléaires, dont 1549 sont déjà déployées stratégiquement. C'est plus de 19 fois le nombre de bombes nucléaires que la France apporte à la table. Poutine a assez d'armes pour dévaster l'Europe et en garder, et la France peut faire pareil à la Russie. Ce que nous pourrions voir est l'émergence d'un nouveau scénario de guerre froide centré sur l'Europe. La France, possiblement avec le Royaume-Uni, endosse le rôle de leader en Europe occidentale. Nous verrons bien ce qui se passera. Pour l'instant, la seule certitude est que la France a peut-être adopté une approche agressive pour faire face au refus de Poutine d'accepter un cessez-le-feu. Ces menaces de sanctions et l'extension du parapluie nucléaire de la France représentent des avertissements de Macron à Poutine. La France considère la Russie comme une menace sérieuse pour la paix en Europe. Ces réponses spectaculairement sont conçues pour minimiser cette menace tout en mettant fin à la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a une ligne que Macron n'est pas encore prêt à franchir. Il a utilisé son interview pour réitérer le fait que la France n'est pas en faveur de l'utilisation des 223 milliards de dollars d'actifs russes actuellement gelés à Bruxelles pour soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas qu'il pense que l'Ukraine ne mérite pas cet argent. Plutôt, comme le dit Macron aujourd'hui, nous n'avons pas de cadre juridique pour livrer cet argent à l'Ukraine. Au lieu de cela, la France fait partie de l'accord du groupe des 7 pour utiliser les bénéfices obtenus de ces fonds gelés pour fournir des prêts bilatéraux à l'Ukraine. Néanmoins, ne pas franchir cette étape ne réduit pas la menace que la France représente actuellement pour Poutine. Si la Russie n'entre pas dans un cessez-le-feu, elle fait face à la perspective combinée d'un tumulte économique causé par des sanctions secondaires et du renforcement de la menace nucléaire collective de l'Europe. Cela suffira-t-il à convaincre Poutine de stopper sa guerre contre l'Ukraine, même temporairement ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires, en partageant également vos réflexions sur la dernière annonce de Macron. Est-ce un signe que la France se prépare pour un avenir où elle, avec l'Europe, doit lutter contre la Russie ? Quelle sera l'efficacité des sanctions secondaires et de l'extension du parapluie nucléaire de la France ? Partagez vos opinions ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles et d'analyses à jour sur la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, et dans d'autres zones de conflit à travers le monde.
Nous sommes une source d'information totalement indépendante qui s'efforce de vous apporter les nouvelles les plus précises et impartiales possibles, et nous apprécions vraiment votre soutien.